C'est pas très facile, vous savez, de parler de Racine parce que c'est quand même quelque chose et puis tout le monde connaît et puis en même temps personne ne connaît très bien. Je me suis dit, tiens, je vais commencer par une comparaison et je me dis quel est le poète, l'écrivain duquel j'aimerais rapprocher Racine. Et j'ai trouvé que finalement, celui qui me paraissait le plus proche, ce serait Arthur Rimbaud. Ce qui est inattendu et que je crois qu'il n'aurait pas aimé. Peut-être parce que, et c'est la raison, il y a une fulguration dans la carrière de Racine, une sorte de brutale ouverture, un élan, une création, 10 ans, magnifique, une décennie prodigieuse, pour ne pas dire une décade, mais 10 ans prodigieux. Andromaque 1667, Phèdre 1677. Entre les deux, 6 tragédies, aux deux extrémités, quelques coups d'essai, Alexandre et la Thébaïde, 64-65, puis beaucoup plus tard, sur commande, Esther et Athalie, 1689 et 91. Mais au centre, cette espèce de production un peu sidérante par sa régularité, sa qualité, son unité, sa nouveauté, et le fait qu'après, il n'y a plus rien. Ce qui est tout de même surprenant. Qui a posé des problèmes d'ailleurs. Vous savez que Racine est né, pour replacer les choses, en 1939, orphelin, élevé à Port-Royal, par charité. Il part en 1661 en quête d'un bénéfice au sud de la France, une carrière tout à fait normale. Enfin, on ne pense pas qu'il va donner dans la littérature la tragédie. Bon, c'est vrai, il va dans le milieu des lettres, il fait le jeune loup de la littérature. Et puis, à 25 ans, le feu sacré du théâtre le prend. La tragédie, c'est un genre particulièrement difficile, puisque ça combine quand même l'écriture de théâtre, plus l'écriture poétique, plus une forte culture d'imitation et de méditation de ce qui s'est fait avant. Ça fait beaucoup, si vous voulez, pour quelqu'un qui n'a auparavant pas fait grand-chose, sinon quelques poèmes de circonstance pour célébrer le roi et la reine, de façon à se faire un nom et à obtenir un peu d'argent et quelques postes. Donc, je crois, une sorte de fulguration. Et puis, tout à coup, le silence. Alors, le même silence que le silence de Rimbaud. Racine n'est pas allé faire du trafic d'esclaves en Abyssinie. Il s'est contenté d'aller faire l'intellectuel de service auprès de Louis XIV. Voilà. Donc une carrière très longue après, d'homme de cour et d'historiographe, raconter des choses sans grand intérêt sur la vie du roi et sur les événements de l'époque. Voilà donc une carrière étrange, comme s'il y avait eu une urgence, une exigence. Alors vous savez qu'il y a deux interprétations là-dessus, ou bien c'était un ambitieux qui voulait un poste, il a eu du succès avec ses tragédies, il a enfin trouvé son poste, il est devenu historiographe, il voulait cela, il l'a eu et il a fait carrière. Donc, disons, 10 à 12 ans de galère pour après 40 ans d'embourgeoisement. Il a vécu 60 ans, donc vous voyez, un peu moins, peut-être 30 ans d'embourgeoisement tranquille aux côtés de Louis XIV. Alors, vous avez l'autre lecture qui est, il a dit ce qu'il avait à dire et après il s'est tu. Alors selon que vous avez l'esprit soupçonneux ou l'esprit fabuleux, vous prenez l'un ou l'autre, vous voyez, selon vos préférences. Moi, j'aurais la réponse suivante sur ce tout petit problème anecdotique. Je pense que s'il avait eu à se taire parce qu'il allait se marier, parce qu'il était devenu académicien, parce que le roi allait le prendre comme historiographe, il se serait tu après son avant-dernière tragédie qui s'appelle Iphigénie. C'est une tragédie très bien, sous tous les rapports. Une tragédie d'une fille qui obéit à son papa, une tragédie tirée de l'Antiquité calme, disons, sans poser de problème, un succès qui plaît aux délicats et aux doctes sans blesser les dévots. Il est académicien depuis le mois de janvier 73, 74 trésorier de France, 76 l'ensemble de ses œuvres tragiques sont magnifiquement éditées, donc on comprend, il écrit Iphigénie, il s'en va, pas du tout. Quand il a eu fait ça avec un gros succès, il prend un sujet étrange, Phèdre, c'est une histoire d'adultère et d'inceste. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend de quelqu'un qui va s'embourgeoiser aux côtés du roi. Il prend une œuvre qui va choquer, il va avoir contre lui une cabale, il va y avoir de la polémique, il manquera d'être bâtonné. Il prend donc ce texte qui pour moi est le texte de trop. Enfin, le texte de trop, c'est le plus beau, donc on ne le regrette pas. Mais ça prouve peut-être qu'il a écrit Phèdre non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il en avait le besoin. Et la différence entre les deux me semble être une nécessité. Et cette nécessité, c'est celle de l'écriture que je trouve aussi chez Rimbaud. Et après tout, quand on compare ces deux œuvres, on se dit que Racine, c'est une série de saisons en enfer de la passion sous forme d'illumination poétique et visionnaire.
Ça résume un peu l'œuvre de Rimbaud. Et ce serait l'idée que je mettrais en valeur. On m'a dit qu'il fallait que je parle pas plus d'un quart d'heure. Alors, je ne sais plus combien de temps j'ai commencé, donc je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Puis après, vous les entendrez. J'ai le rôle de rendre plus fort votre désir de les entendre. Donc, je suis l'obstacle avant la parole du comédien. Je dirais que qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Moi, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin, peu importe. Je vous disais donc que, comme Rimbaud, il y a eu un effet saison en enfer, un effet illumination, et cette dualité m'intéresse. Parce que Rimbaud a écrit l'un après l'autre et parfois l'un pendant l'autre. Mais ça fait quand même deux recueils. Chez Racine, c'est dans la même œuvre. Et il y a là une ambiguïté qu'on peut essayer d'interroger, qui est chez Racine un art de conjoindre les contraires, de mettre ensemble les contradictions, qui est beaucoup plus étonnante, peut-être extravagante, qu'on ne le dit ordinairement quand on voit le modèle empaqueté de cette œuvre absolument parfaite. C'est un homme qui incarne magnifiquement la tension de son temps, ce temps qu'on a appelé le classicisme français, c'est une appellation commode, peu importe ce que ça veut dire, c'est-à-dire un équilibre un peu comme l'œil du cyclone ou comme le degré zéro dans la tension de forces contradictoires. Vous savez, en physique, quand on tend les forces et qu'elles ont toutes la même puissance, vous obtenez une stabilité. Drôle de stabilité, puisque c'est une stabilité fondée sur des déséquilibres multiples. C'est cela, le classicisme français, dans une Europe totalement baroque. Et il y a, chez Racine, des effets d'aménagement de cela, des effets de, comment dirais-je, d'ajustement entre des tensions. D'abord, c'est un humaniste, c'est la fin de la queue de l'humanisme, c'est la fin de la Renaissance, et il y a chez lui un retour à la Grèce antique, il savait le grec, un retour à la poétique d'Aristote, il l'a noté de sa plume, un modèle qui est celui du conflit tragique à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur des alliances, qui est le modèle aristotélicien parfait, subsumé par une fatalité, bon, ce n'est pas la fatalité antique, il croyait être dans le Dieu des chrétiens, mais un autre mode de fatalité, et une dictée de l'histoire ou de la mythologie, car les sujets sont tous pris dans l'un ou dans l'autre, pour des actions peu chargées, en quête de noble simplicité et de tristesse majestueuse. Vous avez là toute la leçon d'une méditation de l'exemple des anciens et une rupture avec ce qui se passait de son temps, les édulcorations galantes, les tragédies d'amour sous influence du roman ou de la pastorale, avec leurs intrigues extrêmement complexes et leurs pathétiques tendres, avec un côté spectaculaire. Non, il revient de ce point de vue à la tragédie antique, avec même des points de défi comme cette Bérénice où il ne se passe presque rien, simplement 3 personnes qui se disent adieu pendant 5 actes. Mais en même temps, un retour, qui est d'ailleurs, selon la tradition humaniste, qui consiste à adapter et approprier au présent immédiat ces leçons anciennes. Racine n'est pas un décalé, c'est un contemporain, terriblement contemporain de ses contemporains. Et on peut dire que sa contemporanéité est d'autant plus forte qu'elle est sélective. Vous savez qu'on imitait les anciens, non parce qu'ils étaient anciens, parce que le fait d'être ancien, ça ne rend pas plus intelligent que d'être moderne. On imitait les anciens parce que les anciens qui nous étaient restés, qui nous parlaient encore, c'est le signe qu'ils avaient réussi à prendre dans leur ancienneté ce qu'il y avait de plus pérenne et de plus permanent dans l'être humain, puisque le contexte ayant disparu, nous les comprenons toujours et qui plus est, nous sommes émus par eux. Nous ne croyons plus au même Dieu, nous n'avons plus les mêmes situations sociales, nous n'avons plus la même histoire, nous n'avons plus les mêmes valeurs, et pourtant, Édipe ou Antigone, ça nous parle encore. Alors que faut-il faire? Il faut imiter Édipe et Antigone, non pas parce qu'ils sont vieux, mais justement parce qu'ils n'ont pas d'âge et qu'ils n'ont pas pris de ride. C'est donc que Sophocle ou Euripide avaient réussi à sélectionner dans le possible du littéraire de leur temps ce qu'il y avait de destiné à être le plus éternel. Mais en même temps, ils étaient des gens de leur temps. Et donc, l'ajustement à opérer, c'est d'être à la fois ultra-contemporain et complètement pérenne, c'est-à-dire apprendre dans son époque ce qu'il y a de plus définitif, si vous voulez. Et c'est ce que fait Racine dans sa trilogie mythologique, Andromaque, Iphigénie ou Phèdre, où la volonté malfaisante des dieux de l'Antiquité, auquel on ne croit plus, sert d'alibi prestigieux et d'expression figurée pour définir l'espèce de nœud de vipère que l'anatomie morale alors en action que l'on trouve chez Madame de Lafayette, qu'on va trouver chez Molière aussi, enfin, ce qui se passe dans le cœur des hommes, est capable de mettre sous les yeux des contemporains de Louis XIV. Donc, une façon d'utiliser les oripeaux de la mythologie ancienne, de
transposer la fatalité et de l'intérioriser, si tant est que la métaphore d'intériorité soit tenable, dans une conception nouvelle du rapport de l'homme à lui-même. Vous voyez, cet art de l'ajustage. Prenez les tragédies d'histoire romaine, hein, Bérénice, Britannicus et Mithridate. On y trouve une thématique et un ressort politique, mais associés et assortis à des plaisirs de cruauté affective qui, eux, viennent du roman. C'est-à-dire qu'on prend le modèle de la tragédie héroïque de la génération précédente, mais on prend soin de l'adapter au goût plus romanesque, au goût plus affectif des contemporains colonnins. C'est pour ça que Corneille ne plaisait plus et que Racine, au contraire, plaisait. Avec une inflexion galante, si vous voulez, les enjeux du pouvoir politique sont asservis au pouvoir psychologique et sensuel. Confusion, en somme, des deux formes d'ambition qui jouent le rôle de la fatalité antique. Et la revoici, la fatalité. Mais cette fois-ci, c'est une fatalité qui est intégrée, si vous voulez, dans une cruauté humaine qui procède des difficultés qu'ont les princes ou les rois à assortir leur goût avec leur devoir. En somme, une sorte de transposition qui va aller jusqu'à une transposition géographique avec une tragédie comme Bajazet. Bref, tous ces huis clos offrent une sorte d'analyse de la condition humaine et le goût moraliste de l'époque s'en trouve heureux. Un exemple de ces transpositions, vous savez quand Phèdre révèle à sa nourrice Énone que celui qu'elle aime c'est son beau-fils, inceste plus adultère, et que Énone, comprenant de qui il s'agit, lui dit « Hippolyte, grand Dieu », et Phèdre répond « C'est toi qui l'as nommé ». C'est amusant parce que la phrase est entièrement dans Sénèque, totalement dans Sénèque. Et dans Sénèque, ce qu'elle veut dire, je dirais, c'est la malédiction sacrée du nom qui retombe sur celui qui le prononce. C'est très vieux romain superstitieux, c'est-à-dire que le nom porte en lui un danger. Vous avez là une conception. Chez Racine, c'est plus du tout ça. Il reprend exactement la formule, mais intégré dans un contexte différent, cela devient la dénégation d'horreur devant l'arrivée d'un nom qu'on souhaite, mais en même temps qu'on redoute d'entendre et de prononcer, par soulagement d'avouer, par honte de l'objectiver, par délectation de s'en repaître, c'est-à-dire des sentiments contradictoires qui se résolvent donc en une dénégation, que résoudra d'ailleurs à la fin de la pièce la confession de Phèdre quand elle viendra dire ce que c'est-à-dire réellement cela, oui, Hippolyte, effectivement. C'est-à-dire que l'orbe entier de la tragédie est contenu dans ce seul vers, ainsi que l'action d'Énone dans l'intrigue qui va effectivement révéler faussement, enfin faire une calomnie et faire en sorte qu'Hippolyte soit condamné. Vous avez là donc une résorption de l'action dans un seul vers qui, emprunté littéralement à un auteur antique, est capable de produire un effet complètement différent par les effets du contexte. C'est ça que j'appelle l'art de l'ajustage, c'est ça que j'appellerais l'horlogerie racinienne. Le texte de Racine, quand il nous est donné, et nous allons l'entendre, c'est une sorte de corset de perfection. C'est un vernis absolument merveilleux sur une marqueterie. Mais il y a dans l'ajustage de cette marqueterie des niveaux, des reliefs, des essences différentes. Il y a un peu le même effet d'horlogerie que, vous savez, La Bruyère disait faire un livre, c'est comme faire une pendule. Quelque chose du même genre. C'est-à-dire que les roues tournent les unes sur les autres, mais elles ne sont pas toutes au même niveau. Et c'est aux jointures que se situent les échappées de sens. Ces échappées belles qui font que le théâtre de Racine, dont je vous ai dit, c'est un théâtre du passé qui regarde vers l'Antiquité, c'est un théâtre du présent très contemporain, est aussi un théâtre tourné vers l'avenir, car plein de suggestions sur des choses qui sont de l'ordre de l'intuition. Je ne dis pas qu'il a intuitionné l'inconscient, mais au moins la conscience de soi, à une époque où il n'y avait pas de mots pour la dire. Il a réussi à exprimer le désordre des passions. Il a réussi à produire donc des merveilles de complexité à partir d'une impression de très grande simplicité. Je vais prendre, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps, un exemple. Vous savez, un exemple merveilleux, c'est le sujet de Phèdre. Phèdre, en fait, c'est la combinaison de deux sujets. Vous en avez un qui est un père condamne par quiproquo fatal son fils à mort et le regrette. Thésée, Hippolyte, un monstre, c'est fini. Vous avez un deuxième sujet. Une belle-mère convoite son beau-fils de façon incestueuse et au lieu de dénoncer son propre amour, s'arrange pour faire retomber la faute sur lui. Deuxième sujet.
Et à partir de là, vous avez comment les assortir. Vous me direz pourquoi il a pris ça. Justement, parce que son talent, c'était de les assortir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? On invente par exemple le personnage d'Aricie. Aricie est aimée par Hippolyte et c'est une ennemie du père d'Hippolyte. Donc quand son père va dire à Hippolyte « mais enfin qu'est-ce qu'on me raconte de toi ?» il ne va pas oser se disculper parce qu'il se sent coupable à cause d'Aricie. Mais Aricie, comme elle est aimée d'Hippolyte, qu'est-ce qu'elle va produire sur Phèdre? De la jalousie, forcément. Et non qu'il l'eût cru, j'avais une rivale. Et cette jalousie fait qu'au moment où Phèdre pourrait disculper Hippolyte, elle ne le disculpe pas. Résultat, ça se conjoint et vous avez la catastrophe. C'est-à-dire que le père maudit son fils et la belle-mère perd son amant. Enfin, il n'est pas son amant, mais elle aurait bien aimé. Vous voyez la manière dont ça se combine. Et ça se combine, il a complété la chose par l'idée que si ça se déclenche, c'est que Thésée n'est pas là. En effet, il est descendu aux enfers et on croit qu'il n'en remontera pas. Et donc, le grand enjeu de la pièce, c'est le moment où il va revenir. Et effectivement, Thésée revient. Or, ils se sont engouffrés dans son absence. Je ne dis pas qu'ils se sont dit « le chat n'est plus là, les souris dansent ». Mais il y a dans la manière dont Hippolyte s'est déclaré à Aricie, et dans le fait que Phèdre se laisse aller à se déclarer à Hippolyte, quand même l'idée que Thésée n'est plus là pour mettre la chape de plomb sur ce langage qui n'aurait pas dû sortir. Or, que se passe-t-il? Thésée revient. La pièce est donc un peu un avant et après. Or, si on fait le calcul, c'est une chose que j'ai coutume de dire, le vers qui indique le retour de Thésée est exactement, arithmétiquement, à la moyenne, à la moitié du nombre de vers de la tragédie. Or, Racine ne comptait pas ces vers de tragédie. Ça ne se faisait pas de compter comme ça. Nous, on peut le faire maintenant. Et on s'aperçoit que c'est le vers du milieu. Je ne saurais plus vous dire parce que je n'ai pas apporté les comptes ici. Mais comment on peut parvenir à un tel miracle? Comment il s'y est pris pour que ce soit le vers du milieu sans faire exprès? Vous voyez, c'est admirable. Et c'est cela, à mon avis, le phénomène d'ajustage. Et ce phénomène d'ajustage, et je termine par là, et ce sera un peu l'interrogation que je vais mener pendant cette réflexion, le problème, c'est comment se fait-il qu'un langage aussi tenu, aussi ajusté, aussi parfait, où pas une chose ne déborde, où tout est dans une sorte de perfection modérée, puisse porter en lui une telle intensité de passion, de désordre, d'horreur, de monstruosité, nous le faire ressentir, mais nous le faire ressentir d'une manière qui est... Alors vous me direz, c'est du théâtre, c'est normal, c'est média. Oui, c'est toujours média, le théâtre, c'est pas sur le fruit, quoi. Il y a toujours un effet de recul. Mais à ce degré-là, à ce degré, avoir des choses à dire qui sont si intenses, si déchaînées, si horribles, et choisir pour cela un langage aussi tenu. Vous savez, j'ai coutume de dire, un poète, c'est un type qui invente un langage. Quand vous avez un langage, vous pouvez écrire autant d'œuvres que vous voulez. Vous pouvez écrire Les Fleurs du Mal, vous pouvez en écrire 10, 20, 30 volumes, regardez Hugo. Mais le langage ne ressemble à aucun autre. Quand vous avez inventé ça, vous êtes vous-même. Alors, le langage, on me dira, bah oui, c'est un outil. Pas seulement un outil, puisque finalement, le langage tient en lui, contient en lui, je dirais, la virtualité de toutes les œuvres qui vont en sortir, si on peut dire. Eh bien, je dirais que chez Racine, il y a l'élaboration d'un langage qui est encore plus média que chez les autres. Quand Phèdre dit qu'elle va dérober au jour une flamme si noire, c'est presque un exemple surréaliste. Les flammes noires, c'est comme la terre qui est bleue comme une orange. Il n'y a jamais eu de flamme noire. Mais dans le Racine, qui est un idiolecte creusé dans le français, flamme voulant dire amour et noir voulant dire criminel, il suffit de traduire. Et pourtant, on n'aurait pas idée que c'est une langue à traduire, puisque c'est du français. Vous avez donc un effet de distance qui s'opère par ce langage, et un effet de distance qui a pour but pourtant, dans une représentation où le corps des comédiens est présent, où tout est impliqué, de vous faire ressentir des émotions qui sont parmi les plus fortes, puisqu'il s'agit de passions monstrueuses, qu'il s'agit de déchirement, qu'il s'agit de mort, qu'il s'agit de haine. Et donc, il y a là une contradiction, me semble-t-il, contradiction qui fait que le théâtre de Racine est un théâtre poétique, ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres. Un théâtre poétique, peut-être Claudel ferait la même chose, vous voyez. Un théâtre poétique, c'est un théâtre qui crée une distance supplémentaire parce que le langage n'y est pas transparent. Le langage au théâtre n'est jamais transparent, mais particulièrement pas dans ce cas-là. Au point que je connais un de mes collègues qui a posé la question, faut-il lire Racine ou faut-il le dire ? Et comme nous sommes dans un spectacle qui s'appelle La voix d'un texte, et que les comédiens ne vont pas incarner dans leur corps le texte, mais ils vont vous le dire dans leur
dans leur masque, vous voyez, c'est-à-dire dans un intermédiaire entre une lecture et une incarnation au sens charnel du terme. Ils vont le dire avec leur voix, qui est l'intermédiaire entre la parole, enfin le texte, et le corps. Et je me dis, c'est le moment de s'interroger là-dessus. Comment peut-on dire Racine? Quelle est la place du langage dans le théâtre de Racine? C'est une question qu'on pose peu ordinairement. La place du langage, c'est un programme, et puis le corps arrive, le corps s'incarne le langage, et puis avec le langage, on se met à croire au corps, et on croit que les gens parlent et disent des choses qu'ils ont envie de dire et qui sortent d'eux-mêmes. Ils disent « Oh mon Dieu que je souffre », on se dit « Elle dit qu'elle souffre parce qu'elle a mal ». En réalité, c'est parce qu'elle dit qu'elle souffre qu'on sait qu'elle a mal. Mais on fait l'inverse, vous voyez. Avec Racine, c'est toujours média, il y a toujours un effet de ce genre, et si bien que la question se pose, est-ce qu'il faut le jouer sur les planches ou le jouer dans sa tête? Est-ce qu'il faut s'en délecter comme d'une partition, ou est-ce qu'il faut, je dirais, le faire résonner à l'orchestre? Vous savez, ce fameux soir où on prétend que Liszt, sa famille partait voir une représentation de Don Giovanni, et il dit « Oh non, j'en ai assez de toujours entendre mal jouer Don Giovanni, je lirai la partition ». Alors on a un peu imprimé, un peu pressé, il a eu de la chance, ce soir-là, c'était Gustav Mahler qui dirigeait. Il a beaucoup aimé. Et donc, il y a là cet enjeu, si vous voulez. Comment conjurer, si vous voulez, la paralysie, celle du public, c'est Racine, celle des interprètes, affolés d'avoir à dire Racine. Comment conjurer cette paralysie devant la beauté absolue, diaphane, qui fige l'incarnation et l'action, ce que j'appelle l'incarnation. Très difficile à réaliser, parce qu'il suffit d'incarner pour qu'on agisse au théâtre. Vous savez, regardez Yvonne, princesse de Bourgogne, elle ne fait pas grand-chose, elle ne dit pas grand-chose, hein, mais elle a un corps qui est plein d'incarnation. Et donc, comment célébrer, si vous voulez, le sacrifice de la transsubstantiation que constitue le langage racinien? Donc, dire ou lire Racine, c'est le problème que nous allons poser, et que nous allons poser d'abord par un extrait d'Andromaque. Alors, je situe pour mémoire simplement la situation. 2 mots sur Andromaque, vous m'excusez, vous connaissez certainement encore mieux que nous Andromaque sur la scène. Andromaque, bon, après la prise de Troie, vous savez que Pyrrhus, fils d'Achille, a obtenu Andromaque pour butin, c'est la veuve d'Hector. Il s'était pris d'Andromaque et il recule son mariage avec Hermione, fille de Ménélas. Les autres Grecs lui envoient Oreste en ambassade pour réclamer qu'on leur livre le fils d'Andromaque et Hector, qui s'appelle Astyanax, pour prendre main sur lui. Et on sait qu'Oreste nourrit durant son ambassade l'espoir que Pyrrhus refuse et qu'il pourra donc repartir en Grèce avec Hermione, sa cousine, dont il est amoureux. On sait qu'Andromaque refusera de céder au chantage et en même temps de trahir le souvenir d'Hector, si bien qu'elle se résignera à épouser Pyrrhus, mais avec l'intention de se suicider. Mais Hermione, furieuse de le voir épouser Andromaque, enverra Oreste tuer Pyrrhus à l'autel, et lorsqu'elle apprendra que c'est fait, elle se retournera contre Oreste, elle lui en voudra, parce que l'amour rend un peu contradictoire, et elle se suicidera, et Oreste deviendra fou. Bref, ça se finit très mal, on savait, et voici la tirade. Alors c'est un peu le degré zéro du langage, c'est la tirade d'ambassade d'Oreste, qui vient trouver Pyrrhus, et qui lui explique les Grecs m'ont mandaté pour que vous sacrifiez cet enfant d'Andromaque et d'Hector qui menace la Grèce au retour de la guerre de Troie. Voici le texte. Bonsoir donc. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. Oui, comme ces exploits, nous admirons vos coups. Hector tomba sous lui, Troie expira sous vous, et vous avez montré par une heureuse audace que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place. Mais, ce qu'il n'eut point fait, la Grèce avec douleur vous voit du sang troyen relever le malheur, et vous laissant toucher d'une pitié funeste, d'une guerre si longue, entretenir le reste. Ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector? Nos peuples affaiblis s'en souviennent encore. Son nom seul fait frémir nos veuves et nos filles, et dans toute la Grèce, il n'est point de famille qui ne demande compte à ce malheureux fils d'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravi.
Et qui sait ce qu'un jour ce fils peut entreprendre? Peut-être, dans nos ports, nous le verrons descendre, tel qu'on a vu son père embraser nos vaisseaux, et la flamme à la main, les suivre sur les eaux. Oserais-je, Seigneur, dire ce que je pense? Vous-même, de vos soins, craignez la récompense, et que dans votre sein, ce serpent élevé ne vous punisse un jour de l'avoir conservé. Enfin, de tous les Grecs, satisfaites l'envie, assurez leur vengeance, assurez votre vie. Perdez un ennemi d'autant plus dangereux qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux. Vous n'entendez pas? Moi j'ai cru entendre, mais on n'entend rien. Là, vous dites-le, hein. D'accord, très bien. Ok, j'ai cru entendre, mais on n'entend rien. Très bien. Merci. Donc voilà un discours diplomatique. Je ne sais pas, je crois que c'est un texte particulièrement difficile à dire parce qu'il est presque plat. Oui, il n'y a pas d'avancée Voilà. sentimentale ou quoi. Exactement. Il n'y a pas d'avancée psychologique. C'est le degré zéro. Ouais. C'est-à-dire c'est le degré zéro de la rhétorique. Nous sommes devant un discours admirablement construit. Vous savez que la rhétorique se partage entre le judiciaire, le discours qui juge le judiciaire, le discours qui conseille, le délibératif, et puis le discours qui évalue, le démonstratif. On est ici dans un discours de conseil. Le discours est construit selon des principes, un exorde. Ensuite, on fait une narration qui explique ce dont on va parler, qui expose le cas. Ensuite, on fait une confirmation en donnant ses arguments. Éventuellement, on fait une réfutation pour réfuter les arguments de l'adversaire. Et puis, on fait une péroraison pour conclure. Vous avez exactement cette structure. Ce texte est construit comme un devoir d'écolier ou comme une harangue au Parlement de Paris en présence du roi. Vous avez une tirade délibérative, il s'agit de conseiller un roi, un monarque, et de le convaincre donc de sacrifier Astyanax. Mais l'exorde, et c'est déjà une nuance, va être, lui, démonstratif. C'est-à-dire que pour capter la bienveillance de Pyrrhus, on commence par faire son éloge. Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me flatter de leur choix. Il est content d'être là. Et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. Vous voyez. Donc c'est une convention, évidemment, une convention élogieuse, et où on fait un parallèle flatteur entre le fils et le père. Évidemment, la principale qualité de Pyrrhus, c'est d'être le fils d'Achille. Ce n'est pas toujours très flatteur, mais à cette époque-là, si. Celui dont on descend, ça vous donne un honneur. Donc, ouverture par démonstratif, et même la narration est un peu désagréable. C'est ce qu'il a à présenter. Il a présenté des choses qui ne vont pas plaire à Pyrrhus. Alors il s'arrange pour faire sa narration, c'est-à-dire l'exposé de sa mission, sur le mode démonstratif. Oui, comme ses exploits nous admirons beaucoup, Hector tomba sous lui, très bien, Troie expira sous vous, parallèle qui se continue, et vous avez montré par une heureuse audace que le fils seul d'Achille a pu remplir sa place. Alors c'est encore mieux, il est à égalité d'Achille. Oui, là ça commence. Ça commence à être désagréable, vous voyez, c'est l'exposé de ce qu'il va avoir à dire, ce qu'il n'eut point fait, la Grèce avec douleur vous voit du sang troyen relever le malheur, c'est-à-dire que Astyanax est relevé. Donc l'objet du discours, si vous voulez, la narration, c'est Astyanax, il ne faut pas le garder. Suite alors la confirmation. Nous entrons dans le délibératif. Nous sommes vraiment dans le genre du conseil et il va donner des arguments. Et vous l'avez entendu avec cette aisance, ces nuances qui sont le langage de Racine. Mais dessous, il y a une structure en béton qui est un plan dissertatif avec les différents arguments. Vous avez d'abord, ne vous souvient-il plus, Seigneur, quel fut Hector? On commence par le père. On a déjà fait Achille Pyrrhus, maintenant on fait Hector Astyanax. Il y a de la cohérence dans cette affaire. On commence donc par les maux causés par Hector. Nos peuples affaiblis s'en souviennent encore, son nom seul fait frémir nos veuves, toute la Grèce n'a point de famille qui ne demande compte d'un malheureux fils. Bref, ce sont les premiers arguments, le premier argument, si vous voulez, qui est qu'il représente un souvenir un peu triste pour la Grèce. C'est les maux causés par Hector qui réclament vengeance, évidemment, sur ses proches. Ensuite, il y a le danger représenté par Astyanax, qui sait ce qu'un jour ce fils peut entreprendre, peut-être dans nos ports nous le verrons descendre, tel qu'on a vu son père, ça recommence, le père, le fils, embraser nos vaisseaux et la flamme à la main les suivre sur les eaux. Alors ça c'est le deuxième argument, si vous voulez. Non seulement on a besoin de se venger du gosse, mais en plus quand même, c'est un peu grave de le laisser vivre parce qu'il peut, lui,
avoir envie de venger son père. Vous voyez toujours l'argument par effet de parallèle. Et puis, on va terminer par l'idée, oserais-je dire ce que je pense, craignez de vous-même de vos soins, craignez la récompense, c'est-à-dire que Pyrrhus lui-même peut être assassiné par un Astyanax devenu plus grand et qui voudra venger la mort et la perte de Troie sur son protecteur, sur son bienfaiteur. Donc, troisième argument. Vous voyez que nous avons une gradation. D'abord, il faut se venger. Deuxièmement, c'est dangereux pour nous tous. Et troisièmement, vous savez, c'est même dangereux pour vous. Vous voyez, gradation des arguments qui se termine par une péroraison. Et la péroraison, très habilement, c'est d'abord une récapitulation. Enfin, de tous les Grecs, satisfaites l'envie, argument numéro 1. Assurez leur vengeance, argument numéro 2. Assurez votre vie, argument numéro 3. Perdez un ennemi d'autant plus dangereux qu'il s'essaiera sur vous à combattre contre eux avec ce qu'on appelle une pointe sur vous, combattre contre eux, un effet, si vous voulez, qui est capable d'émouvoir les passions et qui est propre aux gens délibératifs, espérance, désespoir. Vous avez deux lieux communs, on appelle lieu commun l'argumentation, enfin les figures d'argumentation, les sujets sur lesquels on insiste, qui ont organisé l'ensemble de la tirade. L'un des lieux communs, c'est tel père, tel fils. Tout le monde sait ça, c'est un proverbe connu, tel père, tel fils, et vous avez remarqué, Achille, Pyrrhus, donc Hector, Astyanax. L'argument est très solide et il est bâti sur quelque chose que tout le monde partage et qui est un argument de logique, ce qu'on appelle un lieu commun. Et puis le second lieu commun, c'est même cause, même effet. Ça aussi, c'est un proverbe. À partir du moment où il s'est passé cela à Troie, forcément Astyanax fera cela en Épire. Vous voyez, même cause, même effet, la mort entraînera la mort, appliquée à une psychologie de la vengeance. Il faut que les Grecs soient vengés d'Hector à travers son fils, pour éviter que le fils d'Hector ne venge un jour les Troyens en s'en prenant aux Grecs. Vous voyez comment ça se combine exactement. Nous sommes donc devant un discours d'action, lié à l'avancée de l'action, il n'y a pas d'effet émotionnel. La valeur esthétique est faible, la valeur pathétique aussi, sinon l'efficacité. Nous sommes là devant un travail de design, si j'ose dire, c'est-à-dire une parfaite harangue diplomatique, exposant des faits utiles à la compréhension de la pièce, qui nous donne à comprendre où on en est de l'action et ce qui va s'y passer. Or, cette tirade est entièrement fallacieuse, puisque ce que Oreste souhaite, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que cette tirade absolument parfaite et que nous voyons sans relief, elle a tout de suite ce relief qui est que celui qui l'a dit espère tirer de ce qu'il dit le contraire de ce qu'il avance. Et nous sommes là devant toute la complexité du langage racinien qui dit toujours autre chose que ce qu'il dit tout en disant parfaitement ce qu'il a à dire sans éléments supplémentaires et avec une très grande simplicité. On va entendre maintenant un extrait totalement contraire. C'est la force de cette tragédie que l'on dit parfaitement unifiée, toujours semblable, etc. On va entendre le contraire, une évocation, l'évocation par Andromaque de la fameuse nuit où Pyrrhus parut à ses yeux. C'est le même thème, c'est le même sujet. Et la raison qui est de cette tirade, c'est que justement elle veut montrer pourquoi elle ne peut pas épouser Pyrrhus. Donc c'est aussi une tirade qui a un caractère délibératif, qui s'appuie sur les mêmes souvenirs littéraires, si vous voulez, sur la même référence au monde de l'Iliade, mais on va entendre quelque chose de totalement différent, et d'ailleurs par une autre voix. Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversés, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, Céphise, à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdu. Voilà
comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes, qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Merci. Et donc voilà l'émotion qui arrive, avec la même base, la même d'ailleurs qualité rhétorique, l'intensité d'une vision qui métamorphose un simple récit, destiné à rappeler l'histoire passée au spectateur, en un tableau. Figure-toi, peins-toi. Un tableau qui est appelé à s'imprimer dans le spectateur, j'espère que ça s'est imprimé en vous, avec une énergie analogue à celle de la fureur qu'évoque le récit, avec l'énergie d'une apparition, à la fois onirique, c'est la nuit, et pathétique, c'est une nuit cruelle. C'est-à-dire que le poète met ici en œuvre les ressources d'une technologie que l'on connaît maintenant bien, la technologie rhétorique de fascination que l'ancienne science du discours nomme une ekphrase, une ekphrasis, disait-on en grec. En effet, pour qu'une description atteigne à une grande puissance, il fallait mettre en jeu les instruments de l'ekphrasis, les instruments de l'ekphrase, c'est-à-dire une double dynamique, de l'énergie et de la périégèse. Mot un peu compliqué pour dire des choses très simples. Théon d'Alexandrie disait, l'ekphrasis est un discours périégétique qui met sous les yeux avec énargeia, avec évidence, ce qui doit être montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'énargeia, c'est un des pouvoirs les plus formidables du discours. C'est un pouvoir que le discours au théâtre réussit à obtenir. C'est le pouvoir de substituer à la réalité le récit qui en est fait. J'ai coutume de dire, quand je suis devant des auditoires d'étudiants, c'est comme quand le guide qui vous décrit la Vénus de Milo est tellement formidable dans son évocation que vous tournez le dos à la statue pour écouter ce qu'il vous dit. Il y a une autre forme d'énargeia de nos jours, c'est les gens qui ne regardent les œuvres d'art qu'à travers leur appareil photographique. C'est un autre genre, ça. Donc, parce que le guide, lui, parle, vous comprenez, c'est la puissance du langage, c'est la puissance du discours. La puissance du discours, donc, qui se substitue à la réalité, qui fait que la force et la présence du discours occultent l'intensité de l'objet, au profit de celle de son évocation. Vous savez, c'est la vieille rivalité entre la pictura et la poésie. C'est la poésie qui doit l'emporter sur la peinture parce qu'elle est capable de peindre de façon plus vraie, plus présente que les objets représentés. Victoire du langage sur le spectacle. Et je reviens au problème de la tragédie racinienne. Faut-il la lire? Faut-il la dire? L'esprit de l'auditeur, dans la situation d'ekphrasis, ravi par le tableau verbal, s'absente de la réalité pour croire qu'est présent sous ses yeux l'objet évoqué par les mots du rhéteur. C'est quand même formidable que cette scène, cette tirade qui est absolument somptueuse, elle ne soit pas jouable. Parce que la nuit de Troie, on ne la voit pas. Et à ce moment, quand elle dit ça, Andromaque, on l'oublie. Elle ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est la nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Et on voit Pyrrhus qui arrive, et puis on voit les morts, on voit les cris des mourants, etc. Puis quand on revient à elle, on est un peu perdu. On avait oublié qu'elle était là. C'est-à-dire que le théâtre est en train de se nier à l'intérieur de lui-même, le personnage s'absente, et il s'absente dans quoi? Dans un discours pur, dans une voix pure. Andromaque se vide de son corps, il n'y a plus que sa voix, et sa voix nous donne quoi? Avoir un tableau épique. Il n'y a plus rien de dramatique dans une telle situation. C'est une chose qui se fait fréquemment, mais que lui fait particulièrement, de façon particulièrement forte. Mais, qui plus est, à côté de cette énergie, il faut une périégèse. Alors qu'est-ce que c'est une périégèse? Autre composante de la fascination rhétorique, ça désigne le parcours circulaire du discours qui décrit l'objet comme s'il tournait autour, si vous voulez. C'est une description par tous les angles, si vous voulez. Ces photos que l'on fait maintenant en matière médicale, avec un appareil qui vous tourne tout autour. C'est la même chose. Et la puissance de pénétration qui est donnée dans ce discours circulaire, c'est une pénétration qui est à la fois ambulatoire mais intellectuelle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça tourne autour, vous comprenez mieux. Et il y a dans ce texte aussi cela. C'est-à-dire que ce récit visionnaire et énergique, dont je vous disais à l'instant, ce n'est pas du théâtre, c'est uniquement décoratif en somme, c'est un plaisir de fascination, nous nous laissons emporter par un poème, pas du tout. Il y a quand même un sens, il y a quand même une exigence, parce que Andromaque y puise, dans cette évocation rétrospective, l'énergie et la justification de sa répulsion, et fait partager les raisons de cette répulsion en analysant, puisqu'elle parle à ses fils, puis qu'elle nous parle à nous aussi.
Nous comprenons donc là un des éléments fondamentaux de la pièce, c'est le dilemme d'Andromaque. Car elle ne peut pas dire oui à Pyrrhus, mais elle ne peut pas non plus sacrifier Astyanax, puisqu'Astyanax, c'est le souvenir d'Hector. En somme, pour être fidèle à Hector, il ne faut pas épouser Pyrrhus, mais pour être fidèle à Hector à travers son fils, il faut l'épouser. C'est un dilemme plutôt difficile, c'est la double contrainte à la façon de Batson. Donc, il y a là une dimension, si vous voulez, de plaidoyer pathétique, qui est à la fois le contraire et le double du plaidoyer diplomatique de tout à l'heure. C'est un plaidoyer pathétique parce qu'il est traversé d'une exigence d'émotion qui elle-même porte en elle une puissance de signification. Le récit concentre la puissance visionnaire d'une, ce qu'on appelle une hypotypose, c'est-à-dire une vision qui se développe, une fascination ravissante, qui, sous couvert de délibération avec un confident, justifie un refus, justifie une répulsion. Le dernier mot, vous avez entendu, enfin les derniers mots, c'est « tous nos ressentiments lui seraient asservis ». C'est le mot « ressentiment ». Ce qui s'en dégage, c'est le ressentiment. Ce que nous a fait sentir Andromaque ici, c'est l'impossibilité du fond d'elle-même de se laisser aller à Pyrrhus parce qu'il y a en somme en elle une sorte de double rapt. Elle a été ravie comme victime, on a ravi la vie à Hector, et derrière la trahison de sa cause personnelle, il y a la cause collective, perdue mais jamais oubliée, de Troie tout entière. Andromaque ici nous révèle qu'elle est chargée, comme une sorte de bouc émissaire, de tous les péchés, de toutes les fautes de ce sac, de ce ravage de Troie. Par là, le tableau s'inscrit dans la suite directe et inversée du premier extrait, si différent soit-il. Tel père, tel fils, disais-je dans le premier extrait, ici, le paradoxe d'épouser le fils du meurtrier de son mari. Et on joue là sur la dénivellation de génération qui fait le sel de cette intrigue, car Andromaque est contemporaine des héros troyens, alors que Pyrrhus, Hermione et Oreste sont de la génération suivante. Pyrrhus est fils d'Achille, Hermione est fils d'Hélène et Oreste est fils de Agamemnon. Il y a donc là un jeu de dénivellation qui, structurellement, soutient l'impossibilité affective fondée sur l'horreur poétique. Et vous avez là une sorte de synthèse de tous les éléments qui fait que, comme toujours chez Racine, le décoratif est en même temps efficace. Tout langage représenté prend valeur et force d'action, sauf que c'est une action intérieure. Je disais tout à l'heure, ce n'est que du langage. Non, c'est du théâtre, totalement du théâtre. Simplement, c'est de la poésie qui se fait théâtre. On va le voir maintenant à travers la supplique amoureuse surornée que Pyrrhus adresse à Andromaque. Alors là, on donne la parole à l'adversaire, si vous voulez, à la partie adverse. Et on va voir comment, là encore, quelque chose qui n'est que de la rhétorique peut devenir du théâtre à travers de la poésie. Et quoi ? Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours ? Peut-on haïr sans cesse ? Et punit-on toujours ? J'ai fait des malheureux, sans doute, et la Phrygie, 100 fois, de votre sang, a vu ma main rougie. Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés, qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versés. De combien de remords m'ont-ils rendu la proie ? Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie. Vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais, tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes. Hélas, fus-je jamais si cruel que vous l'êtes ? Mais enfin, tour à tour, c'est assez nous punir. Nos ennemis communs devraient nous réunir. Madame, dites-moi seulement que j'espère. Je vous rends votre fils, et je lui sers de père. Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens. J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. Animé d'un regard, je puis tout entreprendre. Votre Ilion encore peut sortir de sa cendre. Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris, dans ces murs relevés, couronner votre fils.
Merci. Alors c'est comme au tribunal, c'est-à-dire que quand chacun plaide, on croit qu'il a raison. Vous avez entendu quand même le toupet. Le toupet de ce type qui, utilisant toute la culture galante des romanciers et des poètes de salon, est en train d'expliquer que, vaincu, chargé de fer et de regrets consumés, il est brûlé de plus de feu, amoureux, qu'il n'en a allumé quand il a brûlé vif toute une ville. À bien prendre les choses pour ce qu'elles disent, c'est tout de même fort. C'est fort et c'est fort aussi dans la culture que Racine met en œuvre. Tout à l'heure, nous avons entendu par 2 fois la culture des rhéteurs. Là, nous entendons la culture des galants, la culture des romanciers. À l'éloquence diplomatique, premier extrait, à l'éloquence de l'exphrase épique, deuxième extrait, succède maintenant cette accumulation de pensées ingénieuses, comme on disait, sur ce qu'on appelait une pointe. Une pointe, c'est-à-dire un trait d'esprit qui est brûlé de plus de feu que je n'en allumais, c'est-à-dire le retournement. Figure rhétorique destinée à provoquer une espèce de ravissement de l'auditeur, une extase qui peut même culminer dans le sublime, ou susciter, plus modestement, un plaisir fugace, un éblouissement d'esprit. Tout à l'heure, nous avions une ekphrase, elle donnait à voir. Ici, nous avons une pointe, elle éblouit. Ah oui, le pauvre Pyrrhus, mais finalement, il est brûlé de plus de feu qu'il n'en a allumé. Il est lui-même chargé de fer. C'est lui la victime. C'est lui qui a été ravi. C'est-à-dire que c'est un éblouissement qui n'aveugle pas, je dirais, mais qui éclaire supérieurement. La pointe dit une vérité du cœur et de l'âme. Et cette vérité du cœur et de l'âme, quelle est-elle? Elle est la mauvaise foi involontaire de l'amoureux. Car lorsqu'il dit ça, il n'est pas tartuffe, il n'est pas menteur, il le croit, il le sent, il le pense, et il nous le fait partager. La souffrance amoureuse paraissant la plus intense de toutes les souffrances, il peut excuser celle qu'il a fait subir, sa barbarie, par la barbarie qu'Andromaque suscite en lui, par la barbarie qu'elle exerce sur lui. Il y a là, en somme, un discours pointu qui décrit en termes galants le processus même du dépit amoureux, qui consiste à imputer à l'être que vous aimez mais qui ne vous aime pas la responsabilité de la passion vaine qu'il a suscitée en vous. C'est la faute de l'autre. Elle n'a qu'à pas être si belle. Et vous voyez qu'il y a là une sorte de légitimation par avance de la cruauté qu'on va exercer. Ah oui, c'est vrai, Pyrrhus, il fait un chantage au meurtre d'un enfant. C'est pas rose. Mais à partir du moment où il est brûlé de plus de feu qu'il n'en a allumé parce qu'Andromaque le brûle vif, parce qu'elle est trop belle, c'est sa faute à elle. Et le pire, c'est que, ce que je caricature ici, nous le ressentons et nous le vivons si nous avons un peu de sympathie pour Pyrrhus, à l'intérieur de lui-même, et nous comprenons sa logique. En somme, ce feu d'artifice de trait qui, dans une autre tragédie, chez un autre que Racine, aurait été simplement du décoratif, des petites choses plaisantes, prend ici une espèce de puissance et d'acuité pour nous dire comment Pyrrhus plaide l'absolution de son rapt et de son saccage, de ses dévastations, l'absolution de sa violence militaire au nom de la violence affective. La tirade exploite donc un arsenal d'images complètement topiques, complètement connues, celle de la poésie pétrarchisante, comme on disait, du 1er XVIIe siècle, où les amants sont toujours bourrelés par d'horribles dames qui leur envoient des traits, qui leur déchirent le cœur et les membres. Mais c'est repris dans un contexte qui est celui effectivement d'un soudard qui a mis mort sur mort et feu sur feu dans une ville. Ça a permis, en somme, à Pyrrhus de se justifier en imputant aux de celle qu'il aime les traits qu'il a rejetés, qu'il a envoyés sur Troie. Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés. Nous sommes là dans un exercice de dénégation fondé sur un usage, on ne peut plus traditionnel, de la rhétorique galante, de la rhétorique convenue, où l'argutie de l'amour qui veut se faire plaindre quand il agresse et qui reporte sur qui n'aime pas la faute que lui reproche celui qu'il aime, se trouve appuyé dans une sorte de corset d'images magnifiques et se déroulant avec une évidence qui cette fois-ci ne montre même plus, comme dans le discours d'Oreste, que c'est de l'argumentation diplomatique, mais semble couler de source pour rendre au total Pyrrhus irresponsable. L'irresponsabilité, grâce à un trait d'esprit, ce que va déployer alors avec un luxe jamais encore connu, une tirade, celle de Néron dans Britannicus,
Néron qui vient de faire enlever Junie, et où nous allons voir la combinaison entre une ekphrasis, un tableau, et une pointe à l'intérieur de Britannicus. Je ne vous rappelle pas l'intrigue de Britannicus. Néron est parvenu sur le trône parce que sa mère Agrippine, après avoir assassiné l'empereur Claude, a dégagé de la succession le fils légitime, Britannicus. Mais s'apercevant qu'elle ne réussit pas à régner suffisamment sous le nom de Néron, Agrippine se détourne un peu de son fils et reprend le parti de Britannicus qu'elle avait détourné. Et pour prendre main sur son double, sur son adversaire, et en même temps sur sa mère, Néron fait enlever Junie, qu'aime Britannicus, et c'est alors que, comme il ne l'a jamais vue, il est saisi, bien sûr, de sa beauté, et ça va être la naissance de son amour que nous allons entendre maintenant. Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, relevés de ses yeux, les timides douceurs. Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire, de son image, en vain j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Mais je m'en fais peut-être une trop belle image. Elle m'est apparue avec trop d'avantages. Narcisse, qu'en dis-tu? Nous ne saurons pas ce que Narcisse en dit, mais cela nous suffit parce que là on atteint un seuil de très très grand art. Voilà donc un tableau en diptyque, vous avez vu, première partie, il l'a fait enlever et il raconte l'enlèvement. Deuxième partie, immobile, il l'a laissé passer, il est entré dans sa chambre et là il s'est mis à rêver à elle. Donc panneau en diptyque avec d'un côté un souvenir qui nous est raconté et de l'autre un fantasme qui nous est relaté. Le fantasme nourrissant le souvenir et nourri du souvenir, et avec un rapport entre les deux qui est un rapport complexe, puisque le second s'inclut dans le souvenir du premier, puisque le fantasme est lui-même nourri par la vision première. Or, ce tableau, qui fonctionne avec il a une charnière au milieu. La charnière centrale, c'est « ravi d'une si belle vue », je l'ai laissé passer, etc. « Ravi d'une si belle vue ». Évidemment, c'est là que se trouve la pointe, le jeu de mots. Racine a souligné la chose, évidemment, parce qu'il se dit que le spectateur n'a peut-être pas assez d'attention. Donc il a pris soin 4 vers plus haut de nous dire le farouche aspect de ces fiers ravisseurs. Oui, il y a un rapt, c'est Néron qui a fait enlever Junie. Donc le ravisseur, autant qu'on sache, c'est Néron. Seulement comme Néron est de mauvaise foi, comme Pyrrhus et comme tous les hommes, Néron prétend qu'il est ravi d'une si belle vue. C'est-à-dire que le jeu de mots, en forme de ce qu'on appelle en rhétorique une sileps, consiste à présenter le ravisseur comme ravi par la beauté de sa victime. Rapt et ravissement constituent les deux volets successifs de ce récit rétrospectif, d'abord le récit du rapt et ensuite le récit du ravissement de Néron. Et les deux pivotent sur le jeu de mots qui intervertit
les relations entre le ravisseur et la victime du rapt, à la faveur d'ailleurs d'une référence à la vue qui fascine. Tout le passage relève d'ailleurs du registre optique. Au début, dans un vers que vous n'avez pas entendu, c'est que j'aime, que dis-je aimer, j'idolâtre Junie, idolâtrer, image, et à la fin, je m'en fais peut-être une trop belle image. Nous sommes donc dans une vision qui métamorphose un simple récit destiné à informer le spectateur en un tableau, une fois encore, comme dans Andromaque, avec l'énergie d'une apparition onirique et pathétique, développée à travers deux hypotypos, c'est-à-dire deux tableaux reconstruits, le rapt et le ravissement. Le rapt de Junie, le ravissement de Néron, traité en tableau fascinant, et le second, en partie emboîté dans le premier, dont il est la remémoration, la répercussion et le prolongement fantasmé. Deux scènes intenses dont l'évidence passée est supposée se substituer dans votre esprit, à vous, spectateurs, au spectacle concret et présent du personnage, racontant ses faits à son confident. Quant à la périégèse dont je parlais tout à l'heure, car on est vraiment à nouveau devant une ekphrase, le récit que propose Néron du rapt, dont il est l'auteur en même temps que la victime, constitue évidemment plus qu'une simple évocation, c'est une espèce d'objectivation, une tentative d'analyse de la vision, puisqu'il dit lui-même que c'est peut-être l'éclat des armes, les flambeaux, le clair-obscur. Vrai artiste. Il reconstruit le tableau pour comprendre pourquoi il a été à ce point ému, les larmes qui coulaient, les effets, en somme, picturaux. Bref, tout cela pour mettre en scène un événement terrible qui, dans l'économie de la tragédie, est très important, puisque c'est lui qui va déclencher l'action. Car le rapt de Junie, entraînant le ravissement de Néron, c'est l'acte déterminant qui va nouer le drame. Mieux, c'est en termes esthétiques et non plus seulement dramatiques, le lieu de coalescence entre la tragédie politique et la tragédie passionnelle. Puisque c'est pour des raisons politiques qu'il l'a fait enlever, mais c'est pour des raisons passionnelles qu'ensuite l'action va se nouer, puisqu'il va tomber amoureux d'elle et devenir donc le rival potentiel de Britannicus. C'est dire que nous sommes devant le lieu de la fusion esthétique dont procède l'intérêt tragique dans la conception racinienne du genre. Nous sommes à la pliure entre le passé tragique et l'avenir, entre le récit et la réalité, entre l'image et la vérité, entre la politique et l'amour, entre l'histoire et la tragédie, entre la latence et l'action, entre la malfaisance et l'affection, entre la puissance et la faiblesse. Et tout ça pivote sur quoi? Sur une pointe, c'est-à-dire sur un trait d'esprit qui est entièrement langagier, entièrement linguistique et qui n'a rien de théâtralisable. Si vous voulez, le comédien qui dit ça, il ne peut pas dire grand-chose sinon « ravi d'une si belle vue ». On ne peut pas en faire des tonnes sur « ravi d'une si belle vue », vous comprenez? Il y a des répliques que vouliez-vous qu'il fit contre Troie, qu'il mourut, ça fait un effet, mais « ravi d'une si belle vue », on n'en fait pas grand-chose. Et pourtant, c'est le point nodal. C'est là-dessus que se passe tout ce que nous allons comprendre, c'est-à-dire le triptyque du ravissement passionnel. Premier panneau, une attraction éprouvée, construite à la faveur d'un récit extatique et ekphrastique, le récit d'un emportement, d'un éblouissement qui aveugle et paralyse. J'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Ce qui va susciter, deuxième panneau, la répulsion bien naturelle que suscite ce rapt chez Junie. Le rapt effectif, parfois un rapt affectif, qui fait que l'objet du rapt se détourne. C'est Andromaque, c'est ici Junie. Et puis, troisième volet, la dénégation de celui qui va être en quelque sorte frustré, car Néron, apprenant que Junie ne veut pas l'aimer, va être de mauvaise humeur. C'est-à-dire le refus du ravisseur, à ce moment-là, d'assumer la responsabilité de ce rapt dont il s'estimera lui-même la victime. Néron commence déjà, ravi par le charme de Junie, pour le dire comme le dit le texte, ravi par la vue, par l'image, par les yeux de sa victime ravissante. Cette règle du triple ravissement, Britannicus l'énonce à la faveur évidemment de l'ambiguïté verbale, de l'amphibologie du mot ravissement, dont l'enlèvement de Junie, inventé par Racine, constitue l'emblème et l'application. On s'aperçoit ici que le ravissement, qui est une action comme une autre, se met à avoir une sorte de double face. C'est à la fois une face linguistique avec toutes les ambiguïtés, tous les effets poétiques que l'on peut tirer de cela, la vision ekphrastique, etc. Et d'autre part, c'est un fait d'action. Et c'est un fait d'action fort et violent et barbare. Et la conjonction des deux produit ce mélange étrange qui est la valeur agissante du langage et d'une sorte de langage qui atteint à une autonomie, à une puissance, presque une personnalité, dans le théâtre de Racine.
ce que nous allons voir se poursuivre dans le dialogue qui va suivre, et où Néron, ayant appris que Junie ne l'aimerait pas, essaie de s'en venger par le mal qu'il compte faire à travers elle à Britannicus. C'est donc une scène à deux personnages. Britannicus est seul. Quelque ennui qui le presse, il ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse, et n'a pour tout plaisir, Seigneur, que quelques pleurs qui lui font quelquefois oublier ses malheurs. Et ce sont ces plaisirs et ces pleurs que j'envie, que tout autre que lui me paierait de sa vie. Mais je garde à ce prince un traitement plus doux. Madame, il va bientôt paraître devant vous. Ah, Seigneur, vos vertus m'ont toujours rassuré. Je pouvais de ces lieux lui défendre l'entrée. Mais, madame, je veux prévenir le danger où son ressentiment le pourrait engager. Je ne veux point le perdre. Il vaut mieux que lui-même entende son arrêt de la bouche qu'il aime. Si ces jours vous sont chers, éloignez-le de vous, sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux. De son bannissement, prenez sur vous l'offense. Et soit par vos discours, soit par votre silence, du moins par vos froideurs, faites-lui concevoir qu'il doit porter ailleurs ses vœux et son espoir. Moi, que je lui prononce un arrêt si sévère, ma bouche 1000 fois lui jurera le contraire. Quand même, jusque-là, je pourrais me trahir. Mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir. Cachez près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Et sa perte sera l'infaillible salaire d'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. Hélas, si j'ose encore former quelques souhaits, permettez-moi, Seigneur, de ne le voir jamais. Merci. Donc, la confrontation qui, sous l'apparence de la confrontation de Junie et de Néron, est en fait la confrontation du voir et du dire. Ce texte tout entier, vous l'avez vu, est pénétré par les mots, le vocabulaire du regard et de la parole, jusqu'à cette fusion « j'entendrai des regards que vous croirez muets », qui est vraiment la fusion des deux registres, et qui nous montre que la tragédie met en scène, en somme, par sa nature, par son principe, le spectacle de la parole, dans une poursuite labyrinthique des replis de la parole et des illusions du voir. Ce que fait ici Racine, ce qu'il propose, c'est une mise en scène sur le théâtre. C'est du théâtre dans le théâtre, pas à la façon la plus grossière, façon de Shakespeare ou de Corneille, non. C'est du théâtre dans la mesure où Néron fera jouer à Junie un rôle qui est le contraire de celui qu'elle compte jouer. Le spectateur va donc devenir une sorte d'acteur du drame qui constitue les acteurs en comédiens de sa dramaturgie. Il y a là, dans l'échange des regards parlants, une sorte d'inversion en même temps de la situation d'Agrippine qui commandait les gestes de Néron au Sénat depuis la coulisse et derrière un rideau, comme si Néron, faisant cela, essayait de se revancher par la mise en scène inversée du dessaisissement que sa mère imposait à son pouvoir, du double dessaisissement, puisque sa mère le dépossédait de son pouvoir et que la femme qui lui échappe est possédée par son faux frère, par son double, par son ombre, par Britannicus, qui sera la victime de cette dépossession transposée de Néron sur Britannicus, devenant une sorte de proie de compensation de cible. La tragédie, en somme, est ici en train de réfléchir sur l'inversion fondamentale qui est de mettre une femme reine. Agrippine possède le pouvoir. C'est une espèce de tragédie sur les
méfait d'enfreindre la loi salique. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps, mais c'est un peu ce sujet-là qui est traité. Et ce sujet est traité dans un montage d'une infinie complexité. Donc vous voyez qu'il porte du sens, et qu'il y ait du sens à la fois affectif, politique, moral, amoureux. La tragédie est en train de tout organiser sur la médiation et l'interférence. Et le langage, dans son infinie malléabilité, l'emporte de très loin sur la situation. Jamais aucune situation de deux corps, l'un caché, l'autre disant, ne sera à la hauteur de ce que le langage est capable de suggérer à ce moment-là. On a l'impression qu'il y a dans le conflit entre l'action, le spectacle, et dans le langage, la poésie, une espèce d'avance constante du langage qui, par sa puissance de médiation et d'interférence, cette puissance presque cancéreuse de produire de la multiplication, fait que Néron est institue Junie en ambassadrice perverse d'un message qui contredit son désir et qui va détruire sa cause. Et que par là même, Néron fait agir de la parole par le corps de Junie. Et c'est en cela qu'il est metteur en scène, et c'est en cela qu'il est metteur en scène du théâtre comme le conçoit Racine. C'est-à-dire dans une inversion qui est proprement stupéfiante et qui est très rare au théâtre. C'est que ce n'est pas le langage qui va donner du corps au personnage, ce qui se passe ordinairement quand un comédien prend un texte et puis qu'il le joue. On a l'impression que c'est le corps du personnage qui a pour tâche de porter la complexité du langage. Comme si le langage était vraiment ce qui intéresse Racine, plus que le corps du comédien, la situation, l'action, enfin bref, ce que le langage permet de mettre en scène. Et ça nous est dit en creux dans cette situation particulière que crée Néron, sur un quiproquo, si vous voulez, avec ce parasitisme de la communication, qui fait que nous sommes dans une anatomie de la passion amoureuse qui est structurelle. C'est une anatomie de la passion amoureuse qui se situe à la croisée entre une mise en scène perverse et un langage démultiplié dans ses complications, dans ses médiations, dans son parasitisme. Vous voyez comment, dans la dramaturgie de Racine, et au fur et à mesure qu'on avance, parce que Britannicus c'est plus récent que Andromaque, le dialogue de l'action et du langage se complique jusqu'à une espèce de perversité aussi dans l'usage du théâtre, qui fait que ce théâtre, on commence à le sentir, et peut-être à nul autre pareil par le rapport à son langage. Ce que nous allons voir évidemment dans Phèdre racontant sa passion amoureuse, et la racontant dans cette forme un peu labyrinthique qui est celle de la fuite qu'elle veut opérer par rapport à la faute qu'elle sait qu'elle commet, mais à laquelle elle ne peut pas échapper. Le langage dans ses replis, l'espèce de complication du fil que l'on va voir dans une première tirade, c'est la tirade de l'acte 1, scène 3, où elle explique à Œnone d'où vient ce mal qui est en réalité son amour. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour remèdes impuissants. En vain, sur les autels
ma main brûlait l'encens, quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Merci. Alors, encore un récit. Je n'ai pas fait exprès. C'est parce qu'il y en a beaucoup et que le langage, chez Racine, est souvent un langage de repli, c'est-à-dire un langage rétrospectif et qui revient par sorte de repli sur un passé qui explique le présent. Ce qui nous est ici présenté dans le début de la tirade, c'est une attraction ravissante, analogue à celle qu'exerce sur Néron l'image de Junie. La médiation de la vue, exprimée par le verbe montrer, Athènes me montra mon superbe ennemi, et par la récurrence de termes optiques, je le vis, sa vue, mes yeux. Le long étonnement de Néron, paralysé, vous vous rappelez, et tombant dans le mutisme, se retrouve dans la paralysie et le mutisme de Phèdre. Et la dénégation n'est pas par une pointe, ce n'est pas un trait de galanterie, mais il y a bien dénégation. La dénégation, elle est dans le vers « Je reconnus Vénus et ses feux redoutables ». Racine utilise la mythologie, à laquelle il ne croit pas, et feint que Phèdre croit que c'est Vénus qui a mis en elle cette passion qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle ne veut pas, comme une manière de nous dire la dénégation que constitue l'amour dans celui qui le refuse. Il y a là en quelque sorte cette notion trouble d'irresponsabilité combinée à une notion de fatalité qui permet de décrire la passion amoureuse comme une altération de soi. Vénus, c'est le nom qui est donné à l'altération, pour ne pas dire l'altérité, quand Phèdre, que dans le personnage de Phèdre, que pour l'esprit de Phèdre, constitue l'amour qu'elle découvre en elle pour Hippolyte. Un amour qu'elle ne veut pas parce qu'il l'a conduite à faire le mal, parce qu'il l'a conduite à être malheureuse, parce qu'elle fait tout pour le fuir. Et donc, Vénus est le nom qu'elle donne à la volonté d'irresponsabilité, à la dénégation de responsabilité qui est en elle et qui lui permet de se dédouaner en se présentant comme le simple réceptacle malheureux pour attribuer au sentiment la culpabilité qu'elle récuse en l'éprouvant. Ainsi donc, l'amour se présente ici à la jonction entre les égarements de l'âme et les tribulations du corps pour faire jaillir une sorte de description intime de ce qui se passe en elle. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler, je pâlis, je rougis, un trouble s'éleva. Tout cela naît du regard amoureux et qui donne du corps à partir du texte en déployant un éventail de souffrances pour lequel Racine n'a pas les mots encore. Ce n'est pas Marivaux et c'est encore moins les analyses de la psychologie romantique. Des termes qui sont empruntés souvent à la vieille médecine, à la tradition de la maladie d'amour, des termes qui ressortissent de la mélancolie où l'on va trouver les vapeurs noires, les poisons, la langueur, la dégradation des organes, les brisbes insensées de propos. Tout cela dans une tirade qui est à la fois descriptive, rétrospective, suggestive et apologétique, et qui constitue, dans une mise en place, une cristallisation puissamment verbale de ce qu'est le sentiment de Phèdre, l'anticipation de ce qui est sans doute la parousie du discours rétrospectif dans la tragédie de Racine, la fameuse scène de descente au labyrinthe. J'accélère un peu parce que nous allons vers la fin de cette rencontre. La fameuse scène de descente au labyrinthe que, face à Hippolyte, Phèdre se laisse aller à se raconter. Ah non, alors là, vous êtes seul, hein, non ? Non, il a... J'ai 3 vers que je tiens à dire. Excusez-moi, oui. Oui, je t'inquiète. Non, je croyais que j'avais oublié un texte. Pas de problème. Pardon.
pardon, excuse-moi. Non, non, Vas-y, non. dis-moi où tu veux. Pas de problème. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour, votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis. Je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal, eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, ce serait avec vous, retrouvé ou perdu. Merci. On aimerait évidemment entendre la suite, mais vous savez qu'il faut arrêter. D'ailleurs, c'est la fin, on a toujours peu de temps pour ce qui est le plus beau. Nous sommes donc devant la scène du labyrinthe, et une scène que j'ai voulu effectivement à deux, excusez-moi, parce que C'est très bien. elle n'est pas explicable sans la présence dramatique d'Hippolyte, puisque c'est la confusion entre le visage de Thésée absent et celui d'Hippolyte présent, tel père, tel fils, qui crée qui est le tremplin sur lequel va s'engager l'hypotypose, et une hypotypose qui n'est pas un souvenir, mais qui est une recréation, un faux souvenir, une sorte d'équivoque rétrospective, et là l'équivoque devient global, ça n'est plus l'équivoque d'une pointe. Vous voyez comment du cœur de ce langage, de ces petits traits d'esprit ravis d'une si belle vue, brûlés de prude de feu, s'épanouit ici une confusion totale, la confusion de deux êtres qui va amener Phèdre à avouer sans savoir qu'elle avoue, ou plutôt l'aveu à se faire en Phèdre sans qu'elle en soit responsable, de même que l'amour est en elle sans qu'elle l'ait voulu, et qui fait que Phèdre avoue en somme l'attraction du désir dans l'expression même de l'impossibilité de l'accomplir. Elle cède à l'aveu sans y consentir, à la faveur d'une image rhétorique, confusion entre le labyrinthe réel de la mythologie crétoise et le labyrinthe symbolique de sa passion, ou plutôt celui que sa passion lui fait imaginer, et où il se serait un jour, comme elle le dit, retrouvé ou perdu. En somme, dans l'économie passionnelle du drame de Phèdre, la descente au labyrinthe occupe la place et joue le rôle de la prise de Troie dans Andromaque, ou du rapt de Junie dans Britannicus. Mais ici, c'est enrichi de 1000 connotations. D'abord les connotations de monstruosité, car dans le labyrinthe, qu'est-ce qu'on trouve ? Le Minotaure, c'est-à-dire un être monstrueux et hybride, équivalent symbolique et emblématique de l'adultère et surtout de l'inceste.
En même temps, cette descente est enrichie de connotations de complexité et d'onirisme que recèle l'imaginaire légendaire du labyrinthe, mais qui offre une métaphore au repli du désir, à la monstruosité de l'inceste, au méandre de la rêverie, qui dépasse la psychologie pour suggérer une sorte de métaphysique de la passion interdite. Et j'ai toujours regretté que Freud, qui a donné le nom d'Édipe à son complexe, n'ait pas donné le nom de labyrinthe à son inconscient, parce que ce serait une image certainement beaucoup plus forte, et où en somme, l'image entre là dans une puissance métaphorique telle qu'il se substitue à l'action. La métaphore, vous savez, c'est un peu comme la fission de l'atome, c'est pas grand-chose, mais ça recèle tout. À travers une métaphore, vous pouvez faire exploser le monde, vous pouvez faire exploser l'émotion. C'est pour ça que je parlais de Rimbaud au début et que je parlais des illuminations. Phèdre a à cet endroit-là une illumination. Nous sommes dans une sorte d'instant suspendu où la destinée bascule au sein d'une image verbale, dans une sorte de réversibilité de l'image et du référent. Le labyrinthe n'est plus l'image, il est la réalité. Ce n'est pas l'image de l'amour de Phèdre, c'est le labyrinthe dans lequel elle s'engage avec Hippolyte et à l'issue duquel tous les deux mourront. C'est-à-dire que c'est véritablement le labyrinthe du langage qui figure le destin collectif des personnages engagés dans la crise, en même temps que les méandres de l'esprit égaré qui enclôt cette image labyrinthique. Entre le microcosme de l'amour de Phèdre et cet univers global que la tragédie met en jeu, où le monde, la terre, l'enfer, tout est plein de ses aïeux et tout est plein de choses qui résonnent d'émotions, il n'y a plus de distinction. Racine réussit à opérer une sorte de confusion entre le micro et le macrocosme à l'intérieur de la puissance du langage qui innerve les deux. Et d'un langage qui, à travers cette image de labyrinthe, réussit à unifier les conceptions du destin mises en scène par la pièce, d'un côté, je dirais, un passé impossible, et de l'autre, une prophétie qui s'ignore, puisque d'un côté, on nous dit au conditionnel irréel ce qui aurait pu se passer qui ne s'est pas produit, mais de l'autre, on sait très bien que cet aveu va décrire à l'insu des personnages le dédale dans lequel la parole échappée va engager leur avenir à l'un et à l'autre. Et enfin, cet aveu involontaire se mire en présence dans le cadre qui lui sert de prétexte, puisqu'en croyant enfouir dans la fiction du labyrinthe crétois son secret, qui au contraire en jaillit insolemment, Phèdre se perd dans le labyrinthe verbal de son discours qu'elle croit muet. C'est-à-dire que nous sommes ici dans l'emblème même au théâtre de la notion de représentation, qui permet au poète de porter une image mythologique revisitée à un paroxysme d'efficacité, de fécondité, de représentativité. Le vertige de l'image fallacieuse, la puissance du langage déchaîné fait qu'à cet endroit et à ce moment, ce n'est plus Phèdre qui joue, c'est le langage qui joue Phèdre. Et je prendrai volontiers cette situation pour un exemple et une réponse de la question que je posais, faut-il lire Racine? Je pense que sur la scène de Racine, le langage est un personnage. Le langage a tous les statuts d'un personnage. Il est charnel, il est mobile, il est vivant, il est agissant, il est impliquant, il est émotionnel. Il n'est plus porté par des personnages, c'est lui qui porte les personnages. Et on a l'impression que le texte racinien est à soi déjà une forme de chair. C'est pour ça que se pose la question, faut-il le lire, faut-il le dire, et que les deux réponses sont insuffisantes. Parce qu'on a l'impression, quand on l'entend dire, qu'on aimerait le lire, et quand on le lit, qu'on voudrait l'entendre dire tellement il est charnel, nous sommes devant une interface langage-personnage qui fait qu'un comédien ayant à dire un texte de Racine ne sait plus s'il le dit ou s'il est dit par lui. Et c'est peut-être cela la solution, enfin le mystère de ce qu'on appelle le théâtre poétique, qui est une poésie représentée, une représentation de poèmes, chose assez unique, je crois, dans notre langue, chose qui tient à un effet de fascination et de fantasme, et qui fait qu'on ne peut pas le savoir, mais ce qui se passe en termes cognitifs dans le cerveau d'un spectateur qui assiste à une représentation de Racine, je pense que c'est différent
par certains éléments, de toutes les autres formes de réception que nous pouvons avoir de toutes les autres formes de théâtre. En somme, il est totalement unique et ça valait donc la peine de lui consacrer 1h30 un peu dépassée. Nous vous remercions.